Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demuru. Et j'accueille mes débatteurs de la deuxième heure, Alexandre Malafaille, fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Stéphanie. Et mon invité Gérard Vespierre, analyse géopolitique, fondateur du média web Le Monde Décrypté. Bonsoir Gérard Vespierre. Bonsoir Stéphanie Demuru. Bon, on a besoin de vos lumières ce soir parce que gentil. manifestement il se passe des choses quand même importantes en Suisse. Vous allez nous éclairer, mais alors est-ce qu'on se dirige clairement vers la paix en Ukraine? Parce qu'il y a une réunion qui a débuté à 17h entre Ukrainiens, Américains, Européens également sur le plan Trump qui vise à mettre fin au conflit. Il n'y a pas de plan Trump, il y a un plan américain. On pourra en parler. Oui, bon, d'accord. Vous jouez avec les mots là tout de suite. Mais bon, plan en 28 points. Alors au départ, les Ukrainiens n'étaient pas très chauds. On en parlait hier. Ils n'étaient pas confiants. Ils disaient que c'était pas équilibré du tout pour eux. Et là, ce soir, quand même, Volodymyr Zelensky estime que la nouvelle version du texte inclut les perspectives ukrainiennes. Donc, manifestement, il y a du progrès. Est-ce que clairement, on peut être optimiste sur une paix cette fois-ci sérieuse avant Noël? Alors, sans vouloir faire d'image, je dirais, inadaptée, je crois qu'on est dans un système de poupée russe, n'est-ce pas, où chaque étape est conduite à l'étape suivante. Et on a commencé par une grosse colère dans le salon ovale, dans le bureau ovale à la Maison-Blanche, puis après il y a eu Saint-Pierre de Rome, et puis après il y a eu d'autres échanges, et puis d'autres échanges, et puis l'Alaska avec Poutine, etc. Donc, chaque étape nourrit l'étape suivante. Oui. Et donc là, je crois qu'on est dans une étape très importante parce que un plan en 28 points, n'est-ce pas? Oui. C'est quelque chose de très complet. Donc au départ, cela avait été présenté comme étant un oukase, si je puis dire, quelque chose de définitif. Et il y avait même une date en disant Zelensky, vous devez obéir et accepter l'ensemble le 27 novembre. Il y a eu une petite pression quand même voilà, de la part de Donald donc il Trump faut sur faire Volodymyr une Zelensky. différence entre le contenu des 28 points et puis la communication autour des 28 points. Parce que quand vous amenez un plan en 28 points, à l'évidence, vous amenez 28 sujets de discussion. Si vous présentez 3 points, à ce moment-là, vous pouvez dire, voilà, ce sont mes points de base et je ne discute pas au-delà de ça. Là, à partir du moment où vous avez beaucoup de paramètres, beaucoup de chapitres, vous introduisez vous-même des opportunités, des possibilités de discussion. Est-ce que vous savez ce qui était très bloquant pour les Ukrainiens hier? Bon, on parlait de territoire, c'est sûr. Et qu'est-ce qui a pu changer dans cette nouvelle version ce soir, selon vous? D'abord, comme je viens de le préciser, il y a des points très très nombreux. Donc, en face des territoires, il peut y avoir autre chose. Il peut y avoir une réassurance américaine. Ce qui est très important dans la réunion de Genève aujourd'hui, c'est que vous avez présent 3 responsables américains de haut niveau de l'armée de terre, n'est-ce pas? Vous avez le secrétaire d'État à l'armée de terre, donc qui est le numéro 2 du Pentagone, qui s'occupe uniquement de cette arme-là et pas des autres. Vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre américaine aussi, et le commandant en chef des forces américaines en Europe. Donc, tout le terrestre américain, mondial et européen est présent à cette... Et puis d'éminents représentants de la diplomatie, Steve Witkoff et Marc Rubio, qui ont quand même fait des choses bien, notamment à Gaza. Stéphanie, ils ont toujours été là. Ils ont toujours été là, Marc Rubio et Witkoff. Là, le fait nouveau, vous me demandiez quel était effectivement ce qui pouvait apporter une réassurance à Zelensky, c'est la présence de A à Z de l'armée de terre américaine, puisque tout en Ukraine se passe à terre. Bien sûr. Les fantassins, les blindés, les chars, l'artillerie, la défense antiaérienne, les drones, tout ça dépend de l'armée de terre, n'est-ce pas? Donc il est très important que les plus hauts responsables américains soient là. Jean-Michel Salvatore. Alors si on veut nommer un peu les choses, de quoi parle-t-on en ce moment à Genève? Est-ce qu'on parle d'un vrai plan de paix réaliste et d'une certaine façon équitable, ou est-ce qu'on parle d'un plan de capitulation de l'Ukraine face aux demandes des Américains? Gérard Vespierre. Je pense qu'il n'y a pas de demande des Américains. À partir du moment où vous avez 28 points, vous avez forcément une élasticité à l'intérieur de ces points et des points par rapport les uns aux autres. Donc rien n'est figé dans le marbre. Et d'où, effectivement, cette réunion à Genève qui n'était pas prévue il y a une semaine, n'est-ce pas? Donc il y a de même mardi... Oui, mais l'esprit général, c'est plutôt une négociation ou une capitulation? Non, c'est une négociation, puisque
ce qui se passe aujourd'hui à Genève n'était pas prévu. Donc, il est une rencontre entre les Européens, les Américains et les Ukrainiens. Deuxième volet de cette rencontre, un tête-à-tête à huis clos entre les Ukrainiens et les États-Unis. Donc, c'est bien, effectivement, des échanges. Ce n'est pas un oukase. Autrement, si vous avez un oukase, je dis, monsieur, voilà les 28, point, voilà les 3 pages, voilà le stylo, vous signez. À partir du moment où on se rencontre et il y a des étapes de négociation, c'est qu'il y a, à l'évidence, des éléments, je dirais, d'ajustement à l'intérieur des points et d'un point par rapport à nous. En tout cas, il y a une parole très importante, même majeure et fondamentale qu'on n'a pas encore entendue, c'est celle des Russes. Sur ce point, on apprend que le président turc Erdogan a déclaré qu'il s'entretiendrait demain, donc avec son homologue russe Vladimir Poutine. La Turquie, d'ailleurs, vous l'aviez dit la dernière fois que nous étions vus, il y a quelques mois ici. Quelle mémoire Oui, peut quand même, j'essaye, peut jouer vraiment un rôle fondamental, on l'espère. Le président russe peut aider effectivement par son interface avec la Russie. Et c'est intéressant que vous... c'est un point clé là quand même. C'est très intéressant que vous parliez de la Russie parce que il y a vis-à-vis de la Russie des contraintes exercées par les États-Unis. Et là, on en parle depuis 2-3 jours, très très peu. Or, pourtant, les États-Unis ont décidé des contraintes financières, des sanctions exactement vis-à-vis des 2 plus grandes entreprises pétrolières russes, Lukoil et Rosneft. Et deuxièmement, il y a un autre théâtre dont je vais pouvoir parler dans quelques petites secondes. Donc les 2 sociétés pétrolières américaines maintenant vont subir des sanctions financières indirectement par les banques de leurs acheteurs. Et je peux vous dire que déjà, des sociétés, des banques indiennes et chinoises ont pris des dispositions pour éviter d'être impliquées. Parce que si elles continuent à financer les achats, elles risquent de tomber elles-mêmes sous sanctions américaines. Donc il y a ce jeu de pression économique et politique sur la Russie. Et le deuxième théâtre, on fait 7000 kilomètres, on va dans les Caraïbes. Le plus grand allié de la Russie dans la région de l'hémisphère américain, c'est le Venezuela. On est suspendu avant. J'avoue que et le Venezuela, n'est-ce pas? On ne le relie pas. Vous nous racontez ça comme une histoire. On ne le relie pas aux négociations actuelles. Or, j'ose le relier parce que la position du Venezuela était d'équiper avec des armes russes, de suivre la politique russe. C'est un des 7 États qui a reconnu l'annexion de la Crimée, un des 7 États au monde. Eh oui, c'est vrai. Justement, Alexandre Malafaille. L'Europe, qui pour l'instant n'est pas tellement à la table des négociations, qui voit passer les balles. Elle s'est un petit peu invitée en tentant de modifier 2-3 choses. Là, il y a des contacts qui sont pris. Heureusement qu'il n'y a pas rien, mais on a fait un certain nombre de choix depuis 2022 qui font qu'on n'est pas vraiment dans la partie. Et en tout cas, on n'a pas les mêmes cartes entre les mains que celles que les Américains détiennent, et les mêmes capacités d'influence. Maintenant, à supposer qu'il y ait un accord qui soit posé sur la table, voire un accord de paix, les armes cessent, et puis il y a un vrai deal qui est fait. Que fait l'Europe par rapport à plusieurs questions extrêmement sensibles? La première, c'est comment on rétablit les relations avec la Russie et avec son chef, en l'occurrence Vladimir Poutine. Deuxièmement, est-ce qu'on fait comme le Venezuela, on reconnaît les territoires qui font partie d'un nouveau deal, c'est-à-dire qu'on modifie les frontières, ce qui est pour le coup un sujet sur lequel on a dit jamais, c'est une modification impensable. Troisième point, qu'est-ce qu'on fait à l'égard de nos sanctions? On en a un gros paquet, on a pris 17 ou 18 jeux de sanctions contre la Russie. Qu'est-ce qu'on fait sur tous ces sujets, nous, Européens, qui avons été très bellicistes, si je reprends le terme de Poutine? Je ne l'endosse pas, mais c'est ce que Poutine considère. Gérard Vespierre. Donc, vous évoquez 3 volets, les relations avec la Russie, deuxièmement... Et avec Vladimir Poutine, qui a un mandat. Oui, ça va de soi. Je pense que vous l'excluez. Et deuxièmement, donc les relations économiques et les cessions des territoires. Vis-à-vis de la cession des territoires, il est bien évident que quand vous êtes en guerre et que vous accompagnez un pays, en l'occurrence l'Ukraine, que vous soutenez l'Ukraine, vous ne pouvez pas dire pendant le conflit, eh bien, au cas où vous ne gagneriez pas, on va déjà prendre, nous, la décision d'accepter des cessions de votre territoire. Vous ne pouvez pas. Vous accompagnez un allié, un partenaire,
Donc vous êtes obligé de l'accompagner dans sa rhétorique. Et lui, sa rhétorique est de dire « je ne céderai pas mes territoires à moins d'être vaincu totalement ». Bon. Oui, surtout qu'il y a encore 2 jours, on entendait, je sais qu'on l'a commenté, le général Mandon nous dire qu'il faut être prêt justement à perdre nos enfants. Et il parlait bien du conflit avec l'Ukraine. Donc c'est vrai qu'il y a une forme de décalage entre peut-être ce qui est en train de se passer en Suisse et ce qu'essaie de faire Donald Trump. Donc le général Mandon, il faut peut-être réfléchir à ce qu'il a dit, mais je ne crois pas qu'il s'applique véritablement au conflit en cours. En cours, n'est-ce pas? Il pensait peut-être à autre chose. C'est-à-dire, oui, il parlait de 2030. D'ailleurs, je voudrais vous faire écouter Hervé Morin ce matin, qui était chez Pierre de Villeneuve sur CNews Europe 1 dans le grand rendez-vous. Mais on pourra peut-être revenir sur les questions. Oui, on y va, mais pardonnez-moi, c'est quand même encore moi qui pose des questions ici. Les questions s'accumulent, on va oublier notre ami. Voilà, je veux pas. Hervé Morin. Cet accord, alors ce matin, je lisais que des sénateurs américains, grandes figures de la politique américaine, expliquaient que c'était simplement une traduction en anglais d'un texte qui avait été préparé par les Russes. Si c'est le cas, c'est quand même absolument surréaliste. Deuxièmement, cet accord, c'est un renoncement total, c'est une capitulation, c'est ce que vous voulez, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable non seulement pour les Ukrainiens, mais c'est inacceptable pour les Européens. Gérard Vespierre, je vous laisse répondre à cette batterie de questions. Je ne crois pas que les choses soient inacceptables. Ce qui est inacceptable, c'est qu'il y ait plus d'1 million de morts et de blessés des 2 côtés. Ça, c'est inacceptable. Comme a dit le président des États-Unis, il faut arrêter ce massacre. Donc, une façon d'arrêter ce massacre, c'est effectivement à un moment de regarder où sont les troupes, où est le front, et de décider en fonction de cela. Nous sommes devant un problème de frontières. Je suis analyste géopolitique. La conclusion des 2, c'est que aucun problème de frontières n'est immuable. Nous avons perdu l'Alsace et la Lorraine. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est un clin d'œil. Donc ça veut dire que l'Ukraine doit renoncer à ses territoires, notamment 10, 15, 20% de son territoire? Ce n'est pas à nous d'arbitrer cela. C'est mais tel que vous voyez les choses, c'est ce qui c'est. Il y a, ça sera autour d'une quinzaine de pourcents. Ouais. On fait une amnistie par rapport aux dirigeants russes, parce qu'il y a des mandats en cours. Est-ce qu'il faut faire une amnistie pour dire on passe l'éponge et pour avancer vraiment dans un schéma de rétablissement des relations? Ça fait peut-être partie des 28 points de l'accord. Voilà, il y a effectivement un chapitre sur cette question-là. À partir du moment où il y a des poursuites entamées devant des tribunaux internationaux, ça sera peut-être un peu difficile, mais les décisions qui ont été prises par l'administration russe et les autorités russes doivent être assumées par les autorités russes. Le massacre de Boutcha, il n'est pas venu du ciel. Bon. Donc voilà. Et d'autres bombardements sur les civils, la même chose. Ce ne sont pas les Ukrainiens qui se bombardent eux-mêmes. S'il y a des responsabilités russes, elles sont inscrites. Donc, si vous voulez, s'il y a une concession de territoire, il faut le voir dans le temps. Que sera la Russie dans 20 ans ou dans 25 ans? Nul ne le sait. On n'a jamais rien vu venir de la Russie. Ni la chute des tsars, ni l'arrivée du communisme, ni la chute de l'URSS, ni l'invasion de l'annexion de la Crimée, ni non plus cette invasion en 2022. On sent que Donald Trump a plutôt envie de faire revenir la Russie dans le giron occidental plutôt que de jeter Moscou dans les bras de la Chine. Est-ce que c'est une erreur de penser ça? Non, mais je pense, si vous voulez, que la richesse de la Russie, elle est faite sur les hydrocarbures. Que seront les hydrocarbures dans 20 ans? C'est là où la Russie doit s'interroger elle-même. L'Union soviétique avait 295 millions d'habitants. Oui. La Russie actuelle n'en a plus que 145. Elle sera à l'horizon 2050 à environ 130 millions d'habitants. Elle en a perdu 1 million de sa faute, plus des exilés qui sont partis parce qu'ils n'acceptaient pas les décisions de leur pouvoir. Donc la problématique russe, elle est à l'intérieur de la Russie, voyez-vous. Elle ne dépend pas de nous. Elle ne dépend pas de nous. Les décisions qui ont été prises, à mon humble, très humble avis, par Vladimir Poutine et le cercle politique et économique qui l'entoure, finalement affaiblissent la Russie, aussi bien vis-à-vis de la Chine que vis-à-vis de l'Europe. C'est la conclusion que l'on peut voir en filigrane de cette situation-là. Et ça risque de s'accentuer parce qu'il y a à reconstruire
le Donbass, il y a à reconstruire la ville de Donetsk, il y a à reconstruire Mariupol. Il y a la des Russie charges ne nouvelles. me semble pas sortir particulièrement, alors je ne suis pas spécialiste comme vous, mais affaiblie de ce conflit. Elle va plutôt sortir renforcée avec des territoires en plus et peut-être, pourquoi pas, alors je voyais sur les écrans, là je suis en direct depuis 2 heures, pardonnez-moi, je termine ma phrase, je voyais éventuellement un retour, une réinsertion dans le G8, ça serait quand même une belle opération pour les Russes, Gérard Vespierre. Et surtout si l'Ukraine renonce à entrer à l'OTAN, ce qui était une des conditions et une ligne rouge depuis le départ. C'est une stratégie, une entrée dans l'OTAN. L'entrée dans l'OTAN, ça veut dire que vous augmentez votre niveau de sécurité. Vous avez d'autres moyens d'avoir un niveau de sécurité pratiquement équivalent. D'abord, si la Russie s'engage pure et dure à ne pas refranchir les frontières nouvelles de l'Ukraine. Deuxièmement, si effectivement il y a des contingents occidentaux, quelques pays qui décident d'avoir 2000, 3000 soldats présents en Ukraine en termes de réassurance, d'avoir un flanc de l'OTAN en Roumanie, en Pologne, avec des troupes plus importantes et donc des moyens d'intervention plus rapides au cas où, il y a différentes actions à entreprendre. Merci beaucoup Gérard Vespierre, analyste géopolitique, fondateur du média web Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1.